l'adolescence, du coup, c'est vraiment une passerelle en fait entre l'enfance et l'âge adulte. C'est-à-dire que l'enfance, on est très innocent, on jouit de cette innocence. Et l'âge adulte, en fait, j'ai l'impression vraiment que c'est un âge où on doit être mature, on doit savoir où est-ce qu'on avance, ou dans quelle direction on veut orienter notre vie en fait. Et pour moi, l'adolescence, du coup, c'est vraiment ce passage où tu peux tester, tu peux faire des erreurs, et ces erreurs vont te mettre sur le chemin de ce qui va se passer dans l'âge adulte, c'est-à-dire va te mettre sur le chemin de ce que tu as envie de faire, de la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Donc c'est vraiment le chemin qui peut être tortueux, qui peut être qui a plein de virages en fait, mais que tu peux te permettre de prendre parce que c'est une passerelle et que c'est ces virages, c'est ces erreurs, c'est ces moments où tu vas tomber qui vont te forger et qui vont t'aider dans l'âge adulte. Ça va être un petit tremplin pour accéder au stade supérieur en fait. Mon adolescence a été un chemin très tortueux avec beaucoup de virages, surtout sur une petite période de temps, c'est-à-dire le lycée. Parce que là je me considère encore comme adolescente même si je suis en études supérieures. Mais du coup en fait ça a été, si on prend l'adolescence comme commençant peu ou prou en 6ème, d'abord ça a été assez horizontal et après très tortueux parce que j'ai traversé une période critique, une période difficile à partir de la seconde. Je suis tombée dans l'anorexie. Donc du coup à partir de ce moment-là ça a été une succession de hauts et de bas très longue. et là ça recommence à aller droit parce que j'ai pris conscience de choses, je vais beaucoup mieux. Puis le passage dans les études supérieures ça permet de réaliser encore plus de choses qui me permettent de sortir de cette zone un peu sombre. Donc ça a vraiment été, comme je disais juste avant, une passerelle avec des embûches, des trous où je suis tombée, même parfois très profondément. Mais là je sors et j'arrive petit à petit à l'âge adulte. J'ai l'impression d'être encore dans l'adolescence parce que en ayant fait l'impasse sur mon adolescence, sur cette période du lycée d'anorexie, là j'ai l'impression de redécouvrir ce que c'est d'être adolescent. Mais je suis consciente que j'ai plus trop l'âge d'être une adolescente et que j'arrive à l'âge adulte et j'y vais sereinement parce que je me dis que j'ai compris les choses qu'il fallait et que la vie suit son cours quoi. Les hauts, les bas dans l'adolescence, je pense que la période la plus illustrative de cette période tortueuse, c'est du coup la période d'anorexie, donc à partir de la seconde. En fait, je me suis mise en tête que pour faire ma place dans ce monde, il fallait que je prenne le moins de place possible. Et ça, c'est quelque chose que je pense beaucoup d'anorexiques ont eu comme pensée. Ma théorie, c'est que la pression de la société patriarcale essaye de diminuer les femmes pour qu'elles prennent le moins de place possible, pour éviter que leur pouvoir se réalise en fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai été très en colère, mais revenons au début. J'ai dû me mettre dans la tête que voilà, pour faire ma place dans ce monde, il fallait que je me diminue, que je m'affaiblisse. Donc voilà, j'ai commencé à manger beaucoup moins et c'est allé assez progressivement, mais après je suis arrivée à un stade où voilà, je ne pouvais plus rester dans ma vie sans agir parce que sinon j'allais mourir. Donc j'ai été hospitalisée 2 mois. L'hôpital, mon point de vue sur cette expérience ne va pas être manichéen parce que je peux pas dire que ça a été une bonne chose dans le sens où ils m'ont pas réappris à vivre, ils m'ont pas réappris à manger. On n'a pas, par exemple, avec mes amies qui étaient aussi atteintes de troubles anorexiques, on nous a pas fait voir une nutritionniste, ce
ce que je trouve assez bizarre avec mon recul. Parce qu'on veut nous réapprendre à manger, mais on ne nous apprend pas ce qui est bon. Dans ma tête, dans mes mentalités infondées, j'avais casé les aliments bons et pas bons, c'est-à-dire qui font grossir et qui font pas grossir, alors que c'est complètement faux. Il n'y a pas de bon ou pas bon, il y a juste, c'est toute une question d'équilibre. Et du coup, on nous a pas fait voir quelqu'un qui nous a expliqué ça, je l'ai compris bien après. Donc voilà, c'est ça que je trouve bizarre. En plus, on était très isolés, on n'avait pas le droit à notre téléphone, bon ça après c'est pas grave, mais on était coupés de notre famille, on avait le droit à très peu de visites. Après je sais que c'était moins pire que dans certains hôpitaux. Dans certains hôpitaux vraiment les filles elles sont enfermées, elles n'ont pas le droit de sortir. Tandis que nous dans cet hôpital ce qui était bien c'est qu'on avait des interactions avec les autres. Il y avait des ateliers, dessin, écriture, musique. Donc on nous a pas laissé dans notre solitude, dans nos mauvaises pensées en fait. On nous a vraiment incité à sortir, à devenir plus extroverti. Mais voilà, ça n'a pas été une expérience simple non plus parce que j'ai dû passer Noël et Nouvel An là-bas, donc privé de ma famille. Donc déjà c'était dur pour moi, mais aussi c'était dur de me dire que ma famille s'inquiétait pour moi alors que cette période est censée être une période de fête, de réjouissance et tout ça. Et c'est pour ça que même après la sortie de l'hôpital, ça continue à être dur parce que n'ayant pas réappris à manger correctement, je faisais des yo-yo, donc j'avais toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, repartir à l'hôpital et c'est ce que je voulais absolument pas. Et l'autre épée de Damoclès, c'était que mes parents étaient très inquiets pour moi par exemple, mes parents faisaient des insomnies à cause de moi et ça, cette pensée, elle était horrible quoi, parce que c'est une maladie tellement égoïste dans le sens où on n'arrive pas à penser autre chose que son poids, ce qu'on mange et ça pourrit la vie, donc là j'arrive vraiment à avoir ce recul et maintenant que je suis dans la période heureuse de mon adolescence, j'ai un regard quand même bienveillant sur cette personne sur la personne que j'étais parce que j'avais pas pris conscience de toute cette pression patriarcale qui s'était exercée sur moi et qui m'avait poussée à m'affaiblir et à me diminuer. Donc j'ai un regard bienveillant, mais j'aurais tellement voulu faire autrement, j'aurais tellement voulu prendre conscience de ça plus tôt et ne pas vouloir me changer pour correspondre à des normes sociales. En fait, j'étais en expatriation et quand je suis revenue en France, j'ai pas réussi à trop m'intégrer. Du coup, ça a renforcé le processus. Et comment mes parents ont regardé ça, ça se voyait dans mon alimentation déjà, et ça se voyait aussi dans mon comportement, parce que quand t'es privé de tes forces, tu les sauves pour autre chose que sourire, communiquer, sortir. Donc je devenais complètement associable, ce qui n'a jamais été mon cas. Du coup ça a été un critère alarmant et puis du coup physiquement ça me voyait bien aussi. J'ai vraiment perdu 10 kilos en un an, donc ça se voit quand même. Mais vraiment je pense que pour ma sœur notamment, le critère alarmant c'est que voilà, je riais plus, je voulais plus sortir, je me renfermais sur moi-même et je devenais insupportable, têtue, je fuyais la communication, je me rends compte maintenant, j'étais vraiment insupportable. Mais c'est une période de ma vie donc je peux pas la nier et je peux pas me blâmer non plus parce que ça sert à rien de se culpabiliser sur le passé. Mais c'est pour ça que ça me tenait à cœur de prendre la parole aujourd'hui parce que j'aimerais tellement aider celles qui traversent cette période à sortir de ce cercle infernal en fait. Une journée type, donc je me levais, déjà il faisait froid, et j'avais encore plus froid parce que j'avais rien du tout sur
sur la peau quoi. On s'habille avec le plus de couches possible. Pas seulement pour cacher la maigreur, mais vraiment pour essayer de se réchauffer parce que c'est une torture d'avoir froid. T'as l'impression que le vent te traverse en fait. T'as l'impression que le froid pénètre ta peau, rentre dans chacun de tes pores, se cristallise dans tes veines. C'est horrible comme sensation. Donc voilà, 5-6 couches de vêtements, 3 couches de collants. Après j'allais prendre mon petit déj, donc un thé et des fruits. Parfois un yaourt, si je me sentais un peu folle. Et après j'allais au lycée à pied. Donc à ce moment-là j'habitais pas très loin du lycée, donc j'étais très contente de pouvoir y aller à pied. Donc journée de cours horrible, parce que chaque marche est une torture. Chaque pas t'as l'impression que tu vas tomber par terre. Tu sens ton ventre qui gargouille. Moi j'essayais de me remplir avec du thé, des litres de thé, donc j'allais tout le temps aux toilettes. Après le déjeuner, quand j'avais de la chance, j'avais 2 heures de pause, donc je pouvais rentrer chez moi, mais parfois j'avais qu'1 heure, donc je pouvais pas rentrer chez moi. Du coup s'installe la grande terreur de la cantine. Est-ce qu'il va y avoir assez de légumes? Est-ce que je vais pouvoir manger quelque chose quand même, parce que si je mangeais rien, bah j'allais tomber dans les pommes. Donc quand j'allais à la cantine, j'étais tellement stressée que dans la queue, je n'arrivais pas à parler avec mes amis, ce qui fait que bah, je devenais de moins en moins sociable quoi. Enfin, quand on offre un visage fermé, un visage triste, les gens n'ont pas envie d'aller vers toi, ce qui est normal, parce que les gens ont aussi leurs problèmes et ils n'ont pas envie d'aller vers quelqu'un qui va les tirer encore plus dans le fond, ce que je comprends totalement. J'arrive à la cantine et je prends des légumes, beaucoup de légumes parce que c'était la seule chose que j'avais à manger, et un fruit. Parfois un yaourt encore si je me sentais un peu folle. Ensuite, la journée de cours se finissait. Parfois pour aller brûler encore plus de calories, j'allais à la médiathèque à pied et je revenais à pied. Donc c'était atroce parce que quand je marchais, j'avais des fourmis dans les jambes, j'avais des fourmis dans les bras, dans les mains. J'avais peut-être envie de me tourner avec le froid en plus. Donc vraiment des sensations atroces. Et le soir, bah soupe et dodo. tous les jours. Le week-end, je travaillais et puis j'allais marcher parce que j'aurais bien voulu aller courir, mais j'avais vraiment plus de force, donc je ne pouvais même plus aller courir. Si ça n'en tenait qu'à moi, j'aurais continué jusqu'au bout. Donc c'est vraiment mes parents qui m'ont dit... Enfin en fait, c'est plutôt mon médecin, parce que du coup, dès que mes parents ont vu que je commençais à avoir un comportement anormal, on est allé voir un pédiatre, parce que j'avais un point d'enfant. Pédiatre. Toutes les semaines j'allais la voir et toutes les semaines je parlais du poids, elle me disait attention la prochaine fois hôpital. Moi je disais oui c'est ça, oui. Et puis un jour elle m'a dit bon stop, hôpital. Donc j'y suis allée, ils m'ont pesé et tout, ils m'ont dit ah non désolé t'es pas assez maigre pour rentrer. Alors que j'étais à 37 kilos. Ce qui aujourd'hui me paraît vraiment très maigre. Et quand je repense à ce que j'étais à ce moment-là, bah je pense qu'ils auraient dû me prendre. Du coup j'ai fait ah ok, bah, je suis pas assez mais ok, bah, je peux continuer alors. Donc j'ai continué. Et quand je suis rentrée, j'étais à 35. Donc voilà. Ça n'a pas été... En fait, l'hospitalisation n'a pas été si terrible que ça. Psychologiquement pour moi, pour ma mère beaucoup. Pour mes parents beaucoup. Je me suis dit, je vais pouvoir me reposer. Enfin. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus d'aller au lycée. J'avais besoin que vraiment on me mette un stop. Je pense que j'avais vraiment besoin qu'on me mette un stop médical. Parce que le stop parental, quand on est adolescent, on aime bien un peu contrer les revendications. Moi j'ai pas fait de crise, mais du coup à ce moment-là, le fait de ne pas manger quand ils me disaient mange, c'était peut-être ma petite rébellion. C'est exactement ça, j'ai eu besoin d'un stop médical pour avoir le droit au repos, pour avoir la légitimité de me reposer. Avant je me sentais pas légitime à me reposer, je me disais faut toujours que tu fasses plus, toujours que tu fasses plus pour être moins. J'étais tellement dans le cercle vicieux
de maigrir et de prendre le moins de place possible, de ne pas être un poids en fait, c'est ça. De ne pas être un poids pour ma famille, pour mes amis, donc pour ne pas être un poids pour la société, bah, j'ai perdu du poids. J'ai mis le doigt dessus assez récemment, en fait, il y a 1 an et demi. Parce qu'après l'hôpital, j'ai suivi une psychothérapie. Pour moi, et ça me paraît tellement horrible aujourd'hui, mais pour moi, c'était ce qu'il fallait faire parce que la société nous l'ordonnait de le faire avec tous ces magazines perdre 10 kilos en 10 jours, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, il y avait tellement d'injonctions à la minceur que ça rendait toute mon entreprise légitime, justifiée. Donc je me disais, bah c'est les autres qui retournent pas rond. Moi je fais ce qu'on demande, ce qu'on exige. Des séquelles, oui, il y en a. Parce que j'ai toujours des petits réflexes, des petites peurs. Par exemple, je suis toujours en train de... Enfin, ça dure parfois très, très peu de temps, hein, mais il y a quand même un petit dilemme interne pour reprendre, pour me resservir en fait. En mode, est-ce que t'as le droit? Déjà, d'où est-ce qu'on a le droit de manger? Enfin, c'est un droit, c'est un droit de principe. Enfin, tout le monde a le droit de manger. Mais j'ai toujours ça dans ma tête. Est-ce que t'as le droit de te resservir? Est-ce que voilà, est-ce que ça fera pas trop? Mais en fait, cette voix qui était très présente avant, maintenant, j'arrive à lui dire ta gueule, laisse-moi manger, j'ai faim. Alors j'ai faim ou alors j'ai juste envie quoi. Genre, je pense qu'il faut aussi que je me sépare de la nourriture comme nécessité, sinon tu vas tomber par terre. Maintenant il faut que je prenne la nourriture comme plaisir, gourmandise, voilà. Maintenant, si j'arrive à me déculpabiliser d'avoir mangé alors que je m'ennuyais, parce que quand tu as traversé une période d'anorexie et que tu recommences à manger et que tu reculpabilises derrière, tu vas retomber dans un cercle vicieux. Donc il faut let it go. Il faut laisser passer. Si tu as mangé parce que tu t'es ennuyé et pas parce que forcément tu avais faim, bah c'est pas grave, écoute, t'en as besoin. Et puis en plus l'hiver arrive donc tu fais des réserves. Parce que voilà, une des séquelles c'est que maintenant le froid me fait tellement très très peur. J'ai plus du tout envie de sentir que ce froid me traverse. J'ai plus envie d'être enrhumée H24. J'ai plus envie d'avoir les cheveux qui tombent. J'ai plus envie d'avoir les ongles cassants. J'ai plus envie d'avoir les joues creuses. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, l'anorexie, ça se gagne pas comme ça. Hein. Ça prend très 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 longtemps. Et là, ça fait 4 ans. Je commence à peine à appliquer ce que j'avais déjà intériorisé, c'est-à-dire que c'était une absurdité de vouloir toujours moins manger, qu'il fallait toujours compenser. Ça, je m'en suis rendu, ça j'ai réalisé ça il y a peut-être 2 ans, mais j'ai mis du temps à l'appliquer. Et ce qui m'a fait le déclic de maintenant faut que tu avances, faut que tu l'appliques, c'est que j'ai vraiment mis le doigt sur mes projets professionnels, sur ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Je suis peut-être un peu trop ambitieuse, mais j'ai envie de faire vraiment beaucoup de choses pour les femmes, pour l'environnement. Et ça, je ne pourrais le faire que si j'ai de la force, que si j'ai de l'énergie. Et c'est pas en mangeant que des légumes et peut-être un yaourt si on se sent folle que je vais arriver à faire tout ça. Donc maintenant, il faut que j'avance. Et que je ferme cette période de ma vie, même si je ne la renierai jamais, parce que cette période m'a fait grandir extrêmement vite. Parce que quand tu es jeté dans le bain de la société et que tu te prends les injonctions par laquelle dans la gueule, quand tu es en seconde, tu grandis très très vite. Parce que normalement, cette injonction, les personnes qui la diffusent pas forcément à l'attention des petites filles. Enfin, si, mais elle vise surtout les mères, enfin les femmes qui sont déjà désirables et du coup qui sont en âge de trouver un mari quoi. Donc du coup quand
quand tu t'appropries ces injonctions, bah tu grandis très vite. En plus de m'avoir fait comprendre que l'anorexie c'était pas qu'une maladie individuelle mais sociétale, dans le sens où je me trompe peut-être, hein. Ça se trouve je vais me faire insulter si je dis ça, mais je pense que ce qui induit les anorexiques à vouloir perdre du poids, c'est vraiment la pression patriarcale, la pression masculine. Donc ça, je m'en suis rendu compte assez tôt, en lisant notamment Mona Chollet, Beauté fatale, je me recommande 100% autrement. Mais aussi cette période, elle m'a fait réaliser la catastrophe environnementale dans laquelle on se dirige. Parce que quand j'étais à l'hôpital, bah, j'avais pas grand chose à faire, donc je regardais les infos. Et j'étais déjà consciente avant, hein, mais là ça m'a vraiment fait réaliser qu'on était dans la mouise. Donc je me suis dit, bah, s'il faut que je me batte, s'il faut que je guérisse, s'il faut que je vive par extension, c'est pour une cause noble. Et cette cause noble, c'est l'environnement, parce que avec le féminisme, je pense que aujourd'hui c'est l'une des problématiques qui mérite le plus qu'on se batte pour elle, parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi bien les personnes aisées que les personnes précaires, modestes. Et ça ne concerne pas que nous, ça concerne nos enfants, ça concerne vraiment tout le monde, même les animaux et tout. S'il faut que je donne un sens à ma vie, ce sera ce sens-là. Et du coup, ça m'a donné la force de me battre en fait. J'aurais bien aimé avoir comme conseil. Je sais pas si je les aurais écoutés, hein, parce que quand t'es dans l'anorexie, t'es extrêmement têtu. Y a pas plus têtu, je pense. Et ce qui fait que j'ai eu beaucoup de gens qui ont essayé de m'aider, mais j'arrivais pas à les écouter. C'était quelque chose qui était plus grand que moi, plus fort que moi, qui me dépassait. Donc j'arrivais pas à appliquer leurs conseils. Mais je les remercierai toujours d'avoir essayé de me sortir de là et d'avoir été là, parce qu'il y en a qui ont été là sur ce chemin tortueux. J'aurais aimé qu'on me dise que j'étais assez, en fait. Que j'étais assez bien. J'avais pas besoin de faire plus pour prouver quelque chose à la société, pour me prouver quelque chose à moi-même, parce qu'on peut pas se changer, on peut pas changer sa nature en fait. On peut évoluer, mais on peut pas changer ce qu'on est au fond de nous, parce que sinon c'est se trahir. Et j'ai l'impression de m'être trahie pendant cette période, parce que je suis allée contre ce que j'étais. J'étais sociale, je suis devenue une termite. J'étais extravertie, je suis devenue introvertie. Voilà, je me suis complètement trahie pendant cette période. Et je pense que ce qui m'aurait peut-être rassurée, c'est qu'on me dise t'es assez, pas besoin de faire plus, tais-toi et ça suffit. Voilà. Par extension, si je pouvais m'adresser à celles qui traversent une période critique en ce moment, j'aimerais leur dire que voilà, les filles et les garçons, vous êtes assez bien. Vous n'avez pas besoin de répondre à une norme parce que c'est ce que la société veut. Et il ne faut pas lui donner ce qu'elle désire, parce que si on se ressemble tous, comment est-ce que des solutions alternatives peuvent émerger? Comment est-ce que de nouvelles réflexions, de nouvelles pensées peuvent émerger alors que ça se trouve c'est vous qui allez faire sortir cette idée qui va faire progresser la société. Donc vous êtes assez, n'essayez pas de vous changer psychologiquement ou physiquement, parce que ce serait vous trahir et vous allez vous en rendre compte bien plus tard et vous allez vous en mordre les doigts. Oui, j'aimerais être utile à la société en fait, par ce vécu-là. Du coup, et je suis très contente de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, parce que voilà, j'aimerais aider les gens qui sont dans le mal à cause de cette foutue maladie qui est vraiment un mal sociétal, je pense. Mais aussi, j'aimerais faire avancer les mentalités sur l'environnement, parce que je pense que nous les jeunes, on est les espoirs de cette société et que c'est nous qui pourrons faire avancer les choses. D'ailleurs, les élections municipales l'ont prouvé. C'est nous qui avons le pouvoir maintenant. Et nos parents, ils ont toujours un pouvoir, certes, mais je pense que leur monde est un peu différent du nôtre. Leurs mentalités sont un peu différentes du nôtre.
nous on a le pouvoir de prendre conscience que le monde bouge, que le monde a évolué, que maintenant il y a des combats pour lesquels il faut se battre maintenant. Il vaut mieux bien choisir ses combats et s'y tenir. Il y a un truc que j'aimerais améliorer, c'est ma communication. Parce que en tant que militante féministe et écologiste, j'ai eu tendance à avoir des discours un peu catastrophiques, un peu virulents. Et c'est pas ce qu'il faut faire parce que ça fait peur aux gens. Et voilà, j'aimerais développer un discours plus engageant, réunificateur en fait. Et parce que je sais que c'est comme ça qu'on va rallier les gens à ces causes qui sont justes et qui sont urgentes. Donc voilà, ça c'est. J'aimerais améliorer mon discours, même si j'ai l'impression que c'est sur le bon chemin. Parce que parallèlement à mon anorexie, j'avais développé cette peur de l'impuissance et il m'avait semblé que seuls les discours catastrophiques pouvaient avoir un impact parce que c'était ce qui avait fonctionné sur moi. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Et ce que j'aimerais améliorer d'autre chez moi, oui, profiter de la vie, continuer dans cette lutte contre cette petite voix qui, certes, a énormément diminué en intensité, mais qui est toujours là, et j'aimerais lui dire fuck off, dégage, laisse-moi tranquille. Sinon, comment je me projette dans le futur, idéalement, ce serait une personne qui travaillerait dans la politique pour faire avancer les choses sur la cause environnementale. Et en fait, j'aimerais que toute ma vie s'articule autour de mes valeurs. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir être la plus cohérente possible. Donc, que tous mes choix reflètent la personne que je suis et que aucun de mes choix ne soit conditionné ou influencé par telle norme, telle injonction. Parce que j'aimerais avoir une vision réaliste de la société et contrer voilà, les dominations diverses qui existent. Toi, petite personne qui avait TCA, tu sais, tu peux aller vers la guérison, tu as le droit, tu es légitime d'aller vers la guérison. Parce que le monde a besoin de toi en forme. Le monde a besoin de toi en forme. Et, tu pourras pas aider les gens si t'es pas bien dans ta tête, toi. Et je te promets que tu vas t'aimer quand tu seras guérie. Personne n'a jamais dit « Oh, j'étais trop cool quand j'étais anorexique, vraiment, j'étais trop sympa et trop ouverte vers les gens. » Non, personne. Faut pas que t'aies le shame, c'est normal. C'est normal d'avoir été renfermé sur soi parce que c'est cette maladie qui a fait ça. Donc c'est pas ta faute. Mais je te promets que tu vas t'aimer, que tu vas t'adorer, que tu ne voudras plus jamais faire le chemin inverse quand tu seras bien dans ta tête. Et vas-y, fonce, vraiment, fais-toi plaisir. La vie, elle est trop courte pour se poser tellement de questions. Moi, je suis passée à ça de la mort et j'aurais regretté, je pense. Alors, j'aimerais faire une petite dédicace à Ruth, qui est morte. Voilà. C'est une grande femme qui a défendu très longtemps la cause. Et j'espère vraiment que son remplaçant va être à sa hauteur. Parce que elle a sauvé tellement de vies, elle a donné tellement d'espoir. Courage à toutes les femmes américaines parce que vous avez perdu une immense alliée et le successeur n'est pas à la hauteur.